Bienvenue à Exclusive sur France 24. Notre invité exceptionnel aujourd'hui est le 14e Dalai Lama, le chef spirituel du bouddhisme tibétain. Il a remporté le prix Nobel de la paix il y a 25 ans exactement. Votre sainteté, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci. Votre sainteté, vous avez défendu sans relâche la cause du Tibet dans le monde entier et tout spécialement auprès des pays occidentaux. Par ailleurs, le gouvernement chinois a exercé des pressions sur les gouvernements, sur les dirigeants, pour qu'ils ne vous reçoivent pas et pour qu'ils ne prêtent pas attention à la cause tibétaine. Il semble de plus en plus difficile pour vous de rencontrer les dirigeants. Le pape a refusé de vous rencontrer. Récemment, le Premier ministre norvégien a refusé de vous recevoir, alors que vous aviez rencontré de nombreux dirigeants occidentaux. Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour vous d'être reçu et entendu par les gouvernements occidentaux? En fait, non, parce que depuis 2001, je m'étais déjà à moitié désengagé de mes positions politiques, mais depuis 2011, je me suis totalement dégagé de mes responsabilités politiques. Donc, où que j'aille, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. Et les dirigeants politiques, s'ils sont à l'aise avec ça, d'accord. S'ils pensent que c'est difficile pour eux, pas de problème. Avec le pape, pas de problème. Mais est-ce que vous n'êtes pas déçu? Vous avez loué le pape François, comme beaucoup d'autres, car il défend les plus pauvres, les causes perdues, et pourtant, il a refusé de vous rencontrer. Je veux dire, franchement, vous devez être déçu. Non, pas tellement. Bien sûr, un petit peu par curiosité. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Sinon, il n'y a pas de problème. Et donc, selon vous, pourquoi a-t-il refusé de vous rencontrer? Je n'ai pas de réponse. Vous devriez demander ça au pape ou à son administration. Vous pensez que c'est en raison des pressions de la Chine? Oui, c'est assez clair, bien sûr, mais ce n'est pas un problème. Et qu'en est-il des gouvernements occidentaux? Ils vous reçoivent de moins en moins? Vous savez, récemment, j'étais en Norvège, et à la différence de mes précédentes rencontres avec des officiels, cette fois-ci, il n'y en a pas eu. C'est parfaitement OK. J'ai rien à demander, vous savez, aux autorités. Mais est-ce que c'est positif pour la cause du Tibet? Et vous savez, les gouvernements eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose. C'est l'opinion publique qui est très importante. Comme je l'ai dit plus tôt, la préservation, en fait, je veux dire, la promotion des valeurs humaines, de l'harmonie religieuse est encore plus important. Le plus important, les valeurs humaines, ça c'est très important, mais les gouvernements, ils ne peuvent pas en faire beaucoup pour promouvoir les valeurs humaines ou l'harmonie religieuse. Si, il y a des petites choses que les gouvernements peuvent faire, mais ce sont les individus qui peuvent faire beaucoup. Donc en ce qui concerne le Tibet, depuis que je me suis dégagé complètement de mes responsabilités politiques, mes engagements principaux sont la préservation de la culture tibétaine, la culture de paix, la culture de non-violence, la culture de compassion. Je crois que les frères chinois et sœurs chinois ont besoin de cette action-là, oui. Regardez, il y a tellement de fossés entre les riches et les pauvres, de corruption. Et les pauvres, vous savez, à plusieurs occasions, j'ai rencontré des paysans chinois de la région du Jmut, très malheureux, très difficile pour eux. Et donc, la préservation de la culture bouddhiste, la culture de paix, la culture de compassion, c'est très très important. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer le président français, François Hollande? Récemment, il a reçu le président chinois, Xi Jinping, lors d'une grande visite d'État il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez qu'il vous rencontrera ou est-ce que vous pensez au contraire que parce que la Chine investit en France, elle exerce des pressions et que donc il dira peut-être qu'il ne veut pas vous rencontrer car cela pourrait déplaire à Pékin? Tout être humain, si vous placez trop d'espoir en lui, plus grande sera la déception. Le mieux est de ne pas avoir d'espoir. Voilà, on va voir ce qui se passe et l'accepter. Pas de problème. Xi Jinping,
sa visite, lorsqu'il est venu en France, il a dit publiquement, il a exprimé le fait que le bouddhisme avait un rôle très important à jouer dans la préservation de la culture chinoise et la promotion de la culture chinoise. Et des déclarations semblables ont déjà été faites à Delhi. Mais c'est quelque chose d'inhabituel. Un communiste, vous savez, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant athée. Donc le dirigeant du parti athée, traditionnellement, vous savez, il y a eu plusieurs occasions où délibérément on a tenté d'éliminer la foi bouddhiste. Eh bien que ce parti-là fasse des louanges au bouddhisme, c'est quelque chose de nouveau, d'inhabituel. Est-ce que vous décririez cela comme étant révolutionnaire? Je dis d'ordinaire que c'est réaliste. Après tout, la culture, dans tout pays, c'est pas quelque chose d'inventé récemment, ça a des millénaires. La culture, ça existe depuis des millénaires, donc ça aide. Et cette culture, pour toute nation, pour toute région, la culture, grâce à l'évolution, elle est là. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait de la main de l'homme. Et donc la culture, toute culture, qui concerne les gens du lieu, eh bien, ça leur convient. Et donc, la culture chinoise, une des cultures les plus anciennes au monde, convient au peuple chinois. Regardez, la révolution culturelle a tenté délibérément de l'éradiquer, mais ça a été impossible. Donc maintenant, il y a une nouvelle vie de cette culture chinoise, y compris le bouddhisme. Très rapidement. Aujourd'hui, selon certains Chinois, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, une grande université chinoise de Pékin a fait une enquête sur le nombre de bouddhistes en Chine. Et à cette époque-là, ils ont dit qu'il y en avait à peu près 300 millions de bouddhistes chinois. La plupart de ces bouddhistes sont déjà instruits, dit l'enquête. Et puis, il y a quelques années, beaucoup de bouddhistes chinois m'ont dit, ils nous ont dit que maintenant, la population bouddhiste en Chine dépassait les 400 millions. Et donc, pensez-vous que le nouveau président chinois, que vous avez décrit comme un réaliste, j'imagine que dans votre bouche c'est un compliment, pensez-vous qu'il soit ouvert d'esprit? Pour préciser, pour nos téléspectateurs, il faut préciser que les négociations officielles avec la Chine ont été interrompues en 2010. Donc, pensez-vous qu'il soit disposé à discuter avec le Tibet de la possibilité d'accorder une autonomie véritable, une autonomie que vous appelez de vos voeux depuis de nombreuses années. Pensez-vous que ce soit la bonne personne? Maintenant, il faudrait que j'utilise ce mot, espoir. Je l'espère. Mais est-ce qu'il y a des indications? Vous savez, il y a quelques indicateurs. Comme je l'ai dit précédemment, ces expressions publiques, son appréciation du bouddhisme, c'est eux qui ont la responsabilité de la préservation de la culture chinoise. Et puis certains de ses amis proches, ont une pensée plus réaliste aussi. Mais en même temps, dans l'establishment, il y a beaucoup de tenants de la ligne dure. Donc lui-même se trouve parfois dans des situations difficiles, bien que vers l'extérieur, c'est un système totalitaire, le dirigeant décide. Mais la réalité sur le terrain, c'est que, pas comme ça se passait du temps de Mao Tse-tung ou Deng Xiaoping, les 2 précédents présidents, ils ne sont plus tellement actifs, les nouveaux présidents. Lui, il est très actif. Mais vous voyez, il y a l'ancienne pensée très tranchée. Les choses changent. Mais c'est difficile à les faire changer, ces choses-là. C'est pas facile. Donc on va voir. On va voir. Et moi aussi, je considère que le peuple chinois, les gens en Chine, sont très importants. Donc lorsqu'on a des occasions de rencontrer des intellectuels chinois, des écrivains, des agriculteurs, des universitaires,
des gens de la Chine. Un exemple, je crois qu'il y a 3-4 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de 1000 articles en chinois, écrits par des Chinois. Tous ces 1000 articles soutenaient notre cause, notre approche, et critiquaient leur politique, la politique de leur gouvernement. Ça, c'est des indications extrêmement claires. Et un lauréat du prix Nobel, Liu Xiaobo, oui, il est toujours en prison, mais publiquement, il était en soutien de nos positions. Et comme lui, beaucoup d'intellectuels chinois critiquent ouvertement la politique chinoise et nous soutiennent. Y a-t-il des négociations informelles? Au cours des derniers mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles vous pourriez envisager de vous rendre en pèlerinage vers une montagne sacrée au Tibet. En Chine. Oui, en Chine, pardonnez-moi. Oui, sur le continent chinois. Oui, tout à fait. Est-ce que cela tient toujours? Est-ce qu'il est possible que vous partiez en pèlerinage en Chine? Parce que, évidemment, vous n'y avez pas été pendant de nombreuses années. Oui, c'est mon désir, mon souhait de faire ce pèlerinage dans les sites bouddhistes importants de la Chine elle-même et finalement au Tibet aussi. Bien sûr, en tant que moine bouddhiste, j'ai ce désir réel. Et qu'en pense Pékin? À plusieurs occasions, je l'ai dit au gouvernement chinois. Et par le passé, ils ont dit... Ils ont dit, même si je parle de pèlerinage non politique, de pèlerinage spirituel, mais le fait que j'ai le nom de Dalai Lama, il y a des implications politiques, c'est ce qu'ils ont dit eux. Maintenant, moi, je me suis complètement dégagé des responsabilités politiques. Donc, on va voir. Mais récemment, moi, j'ai dit publiquement à des personnes, des amis chinois. Donc récemment, j'ai reçu des signaux contradictoires. Certains officiels disent des choses positives, d'autres disent des choses négatives. Donc il y a un peu de confusion là-bas. Cela représenterait évidemment un tournant majeur si on vous autorisait à y aller. Oui, bien entendu, mais on va voir. Très bien, donc vous n'avez pas d'indication claire. Non, je pense que fondamentalement, si je ne fais que penser au Tibet, alors il y aura beaucoup de raisons pour créer des déceptions. Mais si je prends en compte l'humanité entière et augmenter l'harmonie du monde, alors donc là, il y a beaucoup de facteurs qui vont me donner de l'espoir et de l'enthousiasme et qui me feront en faire plus en dépit de mon âge. J'ai quasiment 80 ans. Et le temps vient quasiment maintenant pour que je me repose. Mais je reste très actif. En tant qu'être humain, c'est notre devoir moral de faire en sorte que, peu importe la petitesse du pas que l'on fait, de contribuer à un monde meilleur, à un monde plus sain, plus heureux. J'aimerais revenir à la situation au Tibet. Ça fait plusieurs années qu'on constate qu'il y a un nouveau phénomène. Des personnes s'immolent. Il y a eu 133 immolations, je crois. Certaines personnes vous ont critiqué parce que vous ne les avez pas condamnées fermement. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette situation? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très triste, mais c'est des problèmes politiques, principalement. Si je fais un commentaire, mes commentaires sont très facilement manipulés. Et là aussi, vous voyez, il y a des gens de mes proches, des familles qui vivent encore là-bas. Donc mes commentaires, vous savez, je dois y réfléchir sérieusement à ces gens-là. Parce qu'il y a des membres de la famille là-bas qui ont déjà sacrifié leur propre vie. C'est pas quelque chose de facile, d'aisé. C'est très compliqué. Et la meilleure des choses, c'est de rester muet. Pensez-vous qu'il y a un risque de radicalisation chez les jeunes Tibétains qui affirment « Bon, le Dalai Lama défend l'autonomie, les Chinois ne veulent pas, c'est une impasse, donc nous voulons l'indépendance ».
Et nous voulons utiliser des moyens plus radicaux pour défendre cette indépendance. Êtes-vous préoccupé par le fait qu'il y ait plus de violence au Tibet, parce que la situation est bloquée? Non, je n'y pense pas. Il y a eu beaucoup de cas avec des situations extrêmement tendues et les gens ont conservé l'esprit de non-violence. Par exemple, j'y pense par exemple dans les années 80, il y a eu des tirs des soldats chinois qui sont arrivés dans le Tibet et ils ont tué les gens sur place, beaucoup de jeunes. Donc ça indique clairement que dans des situations aussi tendues, ils se sont souvenus, les jeunes, de rester non violents. Donc je ne suis pas très inquiet. Mais là, oui, à l'extérieur du Tibet, chez les jeunes, il y a naturellement, oui, bien sûr, des gens qui sont très inquiets du Tibet. Mais il y a trop d'émotions et ils disent, ils se battent pour l'indépendance totale, critiquent parfois notre politique. Mais il y a beaucoup d'occasions, je leur ai demandé, mais crier indépendance, 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 ça n'apporte aucune solution. Vous devez faire des plans, tout d'abord, première étape, deuxième étape, troisième, quatrième, cinquième, etc. Mais ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu d'approche systématique de la sorte. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est simplement de l'émotion. Il n'y a pas véritablement d'approche réaliste de la chose. Et puis, donc, moi je sens que c'est un signe positif. Nous sommes engagés dans la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de différentes positions. Mais ça aide à penser plus. Donc, et pour cela, je pense que les Tibétains, en général, et politiquement au sein du Tibet, ils sont dédiés à la non-violence. Et aussi, il y a une approche mutuelle. Ce n'est pas de l'indépendance. Il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, d'étudiants, ces gens qui ne réfléchissent pas beaucoup aussi, par exemple, qui n'ont pas suffisamment de connaissances. Eux s'expriment sur le plan émotionnel. Oui, on veut notre pays, etc. Mais ceux-là, ceux qui ont de l'éducation, ceux que j'ai rencontrés, avec venant de différents horizons, d'horizons religieux, des membres du parti, des officiels, des hommes d'affaires, des intellectuels, la plupart d'entre eux sont en faveur d'une approche grâce à un effort mutuel. J'aimerais vous poser une question sur votre succession. Vous avez donné une interview à un journal allemand il y a 2 mois, et dans cette interview, vous avez indiqué que vous pourriez être le dernier Dalai Lama. Donc, beaucoup de gens se demandent ce que vous vouliez dire. Vous n'avez plus de fonction politique depuis 2011, vous avez toujours une fonction spirituelle. Est-ce que vous vouliez dire qu'il n'y aurait pas d'autre Dalai Lama en tant que chef politique ou pour les 2 fonctions? Comme je l'ai dit déjà précédemment, en 2011, je n'ai pas fait que me retirer politiquement, mais j'ai mis un terme à une tradition vieille de 4 siècles. L'institution du Dalai Lama. Depuis le 5e Dalai Lama, le Dalai Lama prend la tête des 2, du temporel et du spirituel. Et ça, formellement, volontairement, heureusement, fièrement, a pris fin. Il n'y aura plus de Dalai Lama. Personne ne dirigera. Cela se fera que par des élections. Et donc, il y aura un nouveau chef spirituel? Donc, les officiels chinois, je pense, sont plus inquiets de l'avenir de Dalai Lama que moi-même. Moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Dès 1969, j'ai publiquement dit que l'institution du Dalai Lama ne devrait pas continuer après 20 Dalai Lama. Si, au moment où ma fin viendra, la majorité des Tibétains sentent que, bon, allez, le Dalai Lama, après plusieurs siècles de cette tradition, ça devrait cesser.
Moi, ça ne m'inquiète pas. Donc ce que vous voulez, c'est que Pékin n'ait pas son mot à dire sur l'avenir du Dalai Lama, c'est votre objectif. Sur le plan moral, ce sont des incroyants. Vous savez, parfois, je leur dis en plaisantant, les communistes chinois, je leur dis, tout d'abord, vous devriez reconnaître qui est la réincarnation de Mao Zedong et puis qui est la réincarnation de Deng Xiaoping. Après, vous pourrez vous inquiéter de la réincarnation de Dalai Lama. Sinon, c'est illogique. J'aimerais aborder une dernière question. On a été témoin de violences de la part de moines bouddhistes en Birmanie à l'encontre de la minorité Rohingya. Vous avez condamné ces violences. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette nouvelle tendance au sein du bouddhisme ou est-ce que vous pensez que c'est un phénomène isolé? Je pense que c'est isolé. J'ai eu des discussions sérieuses à ce sujet avec un autre lauréat du prix Nobel, Aung San Suu Kyi. On ne l'a d'ailleurs pas beaucoup entendu sur cette question. Maintenant, elle est très impliquée en politique. Donc, elle est un peu sur ses gardes avec ses commentaires. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec elle et ce n'est pas le fait de l'intégralité de la communauté bouddhiste. Mais c'est un sujet grave. Aujourd'hui, au nom de la foi bouddhiste, qu'il y ait de la violence, c'est terrible. La violence qui tue pour des intérêts politiques ou économiques divergents, ça, bon, c'est compréhensible. Mais tuer au nom de Dieu, au nom de la religion, c'est insoutenable, insoutenable. Et donc, certains groupes bouddhistes maintenant se livrent à faire du mal aux gens d'autres religions. Ça, c'est très malheureux, très malheureux. Qu'en est-il de l'islam? Vous avez affirmé que les décapitations d'otages dont nous avons été témoins étaient la plus grande menace qui pesait sur l'humanité et dans le même temps, vous dites qu'il faut dialoguer avec les ravisseurs, avec les terroristes. Mais c'est la seule façon de faire. Hier, un lauréat du prix Nobel a dit que quelqu'un fasse des contacts avec ces gens-là. C'est très vrai. Vous savez, lorsqu'il y a deux groupes qui restent à distance et se critiquent, ça va finir par l'utilisation de la violence. Ça ne va pas résoudre le problème. Récemment, à Delhi, j'ai rencontré un représentant des médias français. Et je l'ai dit, comme d'habitude, ces tueurs, je les ai décrits comme des frères humains et des sœurs humains. C'est vrai, ce sont des frères et des sœurs humains. Même s'ils tuent et s'ils décapitent. Mais ce sont toujours des êtres humains. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec l'islam aujourd'hui? Non, je ne pense pas, non. J'ai de nombreux amis proches parmi des musulmans. Ils disent, un véritable pratiquant de l'islam ne doit pas répandre le sang. Si cette personne répand le sang, alors elle n'est plus un vrai pratiquant de l'islam. Et le mot même djihad, qu'est-ce que ça signifie? C'est un combat. Combattre ces émotions destructrices intérieures et pas faire du mal aux autres. Donc, certains professeurs de l'islam avec qui j'ai des discussions et certains pratiquants de l'islam le savent et le disent. C'est comme ces bouddhistes, il y a trop d'émotions. Et donc, la religion devient instrumentalisée pour leurs émotions destructrices. Dernière question, votre sainteté, pensez-vous que de votre vivant, vous pourrez connaître un Tibet véritablement autonome? Je le pense, je le pense. Les choses changent. Bien qu'à mon âge, maintenant, comme je l'ai dit précédemment, j'ai quasiment 80 ans. Mais, vous savez, ce sont des sujets politiques. La politique change. Si les dirigeants changent,
ou qu'ils développent une pensée plus réaliste, eh bien, ces choses-là peuvent changer en quelques semaines. Votre Sainteté, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'informations sur France 24.